Mamadou Amardio. La solidarité s'organise autour des blessés de l'accident de Badjouré dans le département de Bignona. L'ANRAC donne 3 millions de francs CFA. Ousmane Sonko donne son point de vue. Le leader de Pastef les Patriotes se dit touché par la situation. Il dénonce une négligence du gouvernement dans la prise en charge médicale au niveau des structures sanitaires. L'insécurité alimentaire s'empare du bétail dans le Ndoukoumane. Forte inquiétude liée au déficit pluviométrique. Le comble est que certains éleveurs bazardent leur cheptel pour satisfaire l'alimentation du reste des troupeaux. Bakel dans le noir suite à la panne d'un poste électrique. Le directeur de la communication de Sénélec tente de rassurer sur une situation qui peut durer toute la semaine. Une équipe en compétition sans son entraîneur, Galassila l'a vécu. Le coach des Lions du but soccer indigné par le refus de visa du Portugal. C'était pour le mondialito de la discipline. Vous l'entendrez dans la page des sports d'Abdou Diouf Junior. Le tour du web, El Hadji Ndate Diop. Nous serons en classe avec El Hadji Ndiogoudienne. Bonne santé, Nafisa Toussila. L'invité du soir, Jonas Biagui, inspecteur général des bâtiments au ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Entretien avec El Hadji Ndate Diop sur le rapport de la direction de la construction concernant les bâtiments menaçant ruine. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. Mamadou Amardio. À la présentation, à la technique, Mohamedou Lamine Sow. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une enveloppe de 3 millions de francs CFA pour aider la trentaine de blessés graves internés à l'hôpital de la paix de Ziguinchor. Une aide de l'ANRAC, l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance, en faveur des victimes de l'accident de la route survenu à Badjouré dans le département de Bignona. La cérémonie de remise de l'appui financier a eu lieu ce lundi. Lamine Ba. Sur la soixantaine de personnes blessées dénombrées dans l'accident du bus à Badjouré, 36 sont victimes de graves traumatismes et peinent à être prises en charge correctement faute de ressources financières. L'Agence nationale de relance des activités économiques et sociales a mis à la disposition du comité de crise en charge de la collecte des fonds de solidarité installé par le préfet pour la circonstance une enveloppe de 3 millions pour aider ces blessés à faire face au coût des ordonnances. En Soussani, le directeur général de l'ANRAC. Nous sommes venus donc voir l'état des blessés. Nous enquérir de leur situation et discuter avec les autorités médicales du département de Bignona sur les opérations de coordination des secours. Et dans ce cadre-là, l'ANRAC également, nous avons apporté un appui de 3 millions de francs CFA pour la mettre à la disposition du comité de crise mis en place à cet effet, comme je l'ai dit, permettre à ce comité de pouvoir en tout cas faire face à la prise en charge des blessés. L'occasion fut mise à profit par le DG de l'ANRAC pour plaider en faveur d'un relèvement du plateau technique médical de Bignona. Lancer un plaidoyer en direction des autorités pour véritablement renforcer le district sanitaire de Bignona, véritablement l'ériger en un hôpital de niveau 2 parce que Bignona est une ville carrefour. L'hôpital fait face à des difficultés. Nous avons visité le bloc opératoire qui est également équipé mais qui n'est pas encore fonctionnel. Le comité de crise composé de plusieurs cellules et piloté par le chef du service départemental de l'action sociale de Bignona s'est félicité de cet appui du DG de l'ANRAC et sollicité d'autres structures à poser des actes pareils pour sauver des vies encore en danger. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Lamine Ba, Ziguinchor, vous suivez la radio Futur Média sur la 92.0. Bignona ne dispose que d'un seul centre de santé avec un faible plateau technique et une capacité d'accueil largement insuffisante. Le constat est fait par Ousmane Sonko suite au problème de prise en charge des blessés de l'accident de samedi dernier à Badjouré. Cela démontre que l'État a failli à sa mission en matière de santé publique, selon le leader de Pastef les Patriotes, qui a sorti un communiqué parcouru par Abdou Diouf Junior. Le Sénégal ou le déni d'État en continu, c'est le titre attribué à ce communiqué d'Ousmane Sonko. Le président du parti, Pastef les Patriotes, dénonce la qualité de la prise en charge des victimes du grave accident de Badjouré à Bignona. Il indexe un centre de santé dépourvu de services de radiologie, d'IRM et de blocs opératoires. Les victimes étaient placées dans les couloirs en même le sol. Des sapeurs-pompiers vaillants mais désarmés n'ont pas pu faire grand-chose, déplore Ousmane Sonko dans son communiqué. Les 66 blessés achevés
acheminés à l'hôpital de Ziguinchor n'ont pas subi un meilleur sort si on en croit le président de Pastef les Patriotes. Faible capacité d'accueil, bloc opératoire fermé pour cause de fuite d'eau, les patients obligés de s'inscrire sur la longue liste d'attente de l'hôpital de la Paix. Il a été enregistré une 5e victime à l'hôpital de Ziguinchor. 65 autres blessés sont encore dans la galère. Ils ne sont pas seuls dans cette situation. Ousmane Sonko dit se désoler du sort des victimes de l'accident survenu sur l'axe Kaolack-Mbour qui a fait 7 morts. Tout cela met à nu la faiblesse, voire l'inexistence de plateaux médical adéquats et de personnel en nombre suffisant. Dans son communiqué, Ousmane Sonko s'en est également pris aux gouvernants dont les priorités, selon ses termes, sont orientées vers des investissements qui ont pour finalité l'enrichissement de pays et d'entreprises étrangères. À cela s'ajoute ce qu'il appelle le vol éhonté des ressources pétrolières, gazières, minières, halieutiques, foncières du pays. Pendant ce temps, regrette Ousmane Sonko, une partie du peuple considère tout cela tout à fait normal. Normal aussi que la situation sécuritaire, économique, sociale se détériore pendant que les hautes autorités se paient des vacances de luxe, s'étonne Ousmane Sonko. Bakel est sans électricité. Le poste qui doit alimenter la localité est tombé en panne. Il est géré par l'ONUS qui doit le réparer, mais la Sénélec cherche une solution en ce moment. La situation pourrait durer toute la semaine, a dit Ahmadou Dida Diagne, le directeur de la communication de la Sénélec. Je vous propose de suivre au micro de Jean Parma Kombabé. Le problème qu'on a aujourd'hui au niveau de Bakel, un poste de 30 kW qui est aujourd'hui hors service. Et naturellement, il faut dire que ce poste de 30 kW est sous la responsabilité de l'OMVS. L'OMVS, c'est l'Organisation pour la mise en œuvre Fleuve Sénégal. Les solutions devraient effectivement émaner de cette institution. Naturellement, nous ne pouvons pas laisser nos clients aujourd'hui dans le noir. C'est pour ça aujourd'hui Sénélec se mobilise pour apporter une solution, que nous qualifions même une solution de durable. J'ai même pensé que c'était une solution transitoire, mais les techniciens nous confirment que la solution qu'ils sont en train de mettre en œuvre va être une solution durable. Maintenant, il va falloir peut-être patienter un tout petit peu parce que je ne peux pas vous dire que dans les prochaines heures, la situation va revenir à la normale, mais notre engagement, c'est que d'ici la fin de la semaine, toute cette situation-là reviendra parfaitement à la normale. Il est 22h passé de 9 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de Djankesouf. RFM 94.0, la radio en puissance. Je vous le disais en titre, les éleveurs du Ndoukoumane ne cachent pas leur inquiétude. L'aliment de bétail est devenu un vrai problème à cause du déficit pluviométrique. Conséquence, certains sont obligés de brader leur bétail pour acheter de la nourriture. Ces éleveurs demandent à l'État de les aider. Les détails à Kaffrine, signé Omar Ndiaye. Le déficit pluviométrique et le manque de pâturage, un calvaire pour les éleveurs du Ndoukoumane à Djoumaka. Syndicat Suez, unique de élevage. Nous élevons difficilement nos troupeaux. Pas d'herbe, pas d'aliments de bétail. Kaffrine est un lieu de convergence des éleveurs du Sine, du Saloum et même du Baol. Il y a beaucoup de bêtes. Et les bêtes sont fatiguées parce qu'il n'y a pas d'aliments. Nous sommes obligés de nous rabattre sur les arbres pour couper les feuilles. Et même certains sont arrêtés pour ça. Nous avions l'habitude ici d'avoir des aliments de bétail, mais cette année ce n'est pas le cas. Parce que nous n'avons pas d'inspecteur de l'élevage. Les éleveurs du Ndoukoumane élèvent la voix à la rareté des pluies de cette année qui favorise le manque d'herbe et le déficit d'aliments de bétail qui ajoute le manque d'eau. Ils sont obligés de céder certains animaux à des prix dérisoires pour pouvoir acheter leur nourriture. Nous sommes obligés de vendre nos bêtes aux enchères pour acheter de l'aliment de bétail à des prix trop chers. Sinon, nous avons recours au son de blé que nous mélangeons avec des feuilles d'arbres. C'est très difficile, nous sommes fatigués. Parmi les éleveurs du Sénégal, ceux de Kaffrine sont les plus fatigués. Ils demandent à l'État l'aménagement d'espaces et mise à leur disposition d'aliments de bétail en quantité suffisante. Kaffrine, Omar Ndiaye, RFM. Des pluies et orages sont prévus pour les prochaines 24 heures sur les localités sud, centre et est du pays comme Ziguinchor, Diourbel, entre autres. En revanche, au nord et au centre-ouest comme Dakar, Thiès, Saint-Louis sont les
des risques de pluie sont notés. Et ce sont là les prévisions de l'ANACIM, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. L'agence précise que les activités pluvieuses vont se limiter aux régions sud et sud-est demain mardi. Bulletin météo parcouru par Mamadou Amarba. Des pluies et orages sont prévus au sud du pays. Les principales régions concernées sont Kédougou, Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Le thermomètre y affichera 22 à 32 degrés Celsius. Par contre, au nord et au centre-ouest du pays, seuls des risques de pluie et des passages nuageux sont prévus dans ces zones. Ce sera le cas dans les régions de Dakar, Louga, Thiès et Saint-Louis. L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie précise que ces prévisions sont valables jusqu'au mardi à 12h. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural en visite dans le Saloum demain mardi. Mais déjà, le secrétaire général des agriculteurs du bassin arachidier demande à l'autorité de faire preuve de vigilance. Cheikh Tidiane Cissé soupçonne des personnes mal intentionnées qui veulent profiter du programme de variétés actives que son prédécesseur a mis en place. Nous l'écoutons au micro d'Omar Ndiaye. L'année dernière, par rapport à son prédécesseur, il avait eu à confectionner un programme de variétés actives d'un budget de 7 milliards et ceci vraiment a été quelque chose qui a été un grand apport pour l'hivernage de l'année dernière. Nous disons au ministre d'apporter d'autres variétés actives comme le khal, la patate et aussi le sésame aussi comme je l'ai dit tantôt. Donc ceci peut-être peut suppléer aux autres manquements et je pense qu'il doit faire de sorte que vraiment ceci doit arriver le plus tôt possible pour que les paysans s'en profitent pour vraiment les mettre sur terre, qu'ils puissent le rattraper sur ces variétés actives. Nous suggérons au ministre de l'Agriculture, il doit être beaucoup plus regardant en ce qui concerne les variétés actives qu'on est en train de dire. Ces gens-là sont prêts à réceptionner ça et de leur mettre dans leur poche. En tout cas, à ce niveau aussi, nous nous suggérons qu'il doit faire trop attention pour que cette situation-là ne soit pas tombée dans les bras de ces gens-là. Donc à ce niveau aussi, on est prêt à se battre et à dénoncer si vraiment les choses vont se passer de cette manière. Mouvement d'humeur dans le Dandemayo. Plusieurs manifestants ont exprimé leur colère à cause de l'enclavement de beaucoup de localités. Ils veulent que la piste qui relie Nawel à Bakel soit bitumée et que le gouvernement respecte ses nombreuses promesses. Madame Ali Bandelnyang. Elles sont venues de toutes les localités qui se trouvent dans le Dandemayo de Hadabere à Tchempeng. Ces populations qui exigent de meilleures conditions de vie ne peuvent plus attendre ces promesses électorales des hommes politiques au pouvoir. Réunis autour du collectif Dandemayo émergent, ils étaient très nombreux à marcher de Nawel à la porte de la gouvernance de Matam. Moussa Ndiaye de Wodebere porte leur parole. Accomplir une mission que nous nous avions fixée, c'est arriver à cette batte et remettre un mémorandum au gouverneur en destination du chef de l'État. Nous sommes là avec tous les villages du Dandemayo, de Nawel jusqu'à Demankani, mais nous nous félicitons aussi d'avoir à nos côtés les participants qui deviennent de Bakel, qui font une partie du mouvement appelé la grande mobilisation, qui ont avec le mouvement Dandemayo émergent une cause commune. De cette marche, comme c'est indiqué, il a un unique but, c'est d'avoir le bitumage de la piste de Nawel jusqu'à Demankani et au-delà même aller jusqu'à Bakel. Un itinéraire de 140 km à revêtir de goudron. C'est tout ce que nous demandons au gouvernement. Maintenant, il y a d'autres aussi points de développement. Comme nous sommes un mouvement inscrit dans la durabilité, nous avons dit qu'il n'y a pas que la piste, mais nous avons d'autres secteurs de développement économique. Nous sommes là pour accompagner. Aussi, nous sommes là pour rappeler à ce gouvernement que nous sommes les oubliés du Sénégal. Nous ne nous sentons pas sénégalais. Après avoir reçu le mémorandum des manifestants, l'adjoint au gouverneur en charge des questions administratives a promis de le transmettre à acquis de droit. Une manifestation du Dandemayo quelques jours seulement après les jeunes ressortissants de Matam à Dakar contre les lenteurs des travaux de la RN2 entre Ndioum et Ourossogui. Matam, Ali Bandelnian, RFM. À Matam, vous suivez RFM sur la 95.0. Marche des habitants de Bahri Sissé, village de la commune de Dodji à 7 km de Linguère. Ils dénoncent l'absence d'électricité, de cases de santé, de routes dignes de ce nom, des conditions de vie pénibles, ont dit les marcheurs. Baye Hassan Diao.
Les populations de Bari Cissé se sont fortement mobilisées pour décrier les conditions précaires dans lesquelles elles vivent depuis très longtemps. Salou Cissé est leur porte-parole. Cette demande en énergie date de longtemps. Ceci est la preuve de l'indifférence des pouvoirs publics vis-à-vis des pauvres villageois de Bari, toujours courtisés par les politiciens de tous bords en période électorale. Et ce n'est pas tout. Que les structures de santé ne couvrent le village. Pour donner naissance, les braves femmes sont obligées de se rendre à Linger depuis les visites périnatales jusqu'à l'accouchement dans des conditions draconiennes. La couleur rouge, en signe de dénonciation, est visible à travers leur habillement, mais aussi à travers des brassards qu'elles brandissent tout en sollicitant le soutien des autorités. Nous lançons un appel à solliciter le ministre Ali Ngouille Ndiaye, le président de la République, le président de tous les Sénégalais, son excellence Macky Sall, de nous apporter des solutions à ces problèmes que nous vivons. Selon les populations, par la voix de leur porte-parole toujours, si rien n'est fait, elles vont poursuivre le combat et sont prêtes à couper toutes les relations avec les autorités politiques du département. En tout cas, nous allons continuer le combat. Nous resterons sur le terrain. Encore, nous resterons sur le terrain. On va continuer le combat. L'absence d'électricité, qui reste la préoccupation principale à Bari Cissé, fait place à une insécurité, en plus du vol de bétail devenu très récurrent dans le village. RFM Linger, Baye Hassan Diaw. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Le stade Iba Mar Diop ne sera pas démoli. Le ministre des Sports se veut clair. L'ouvrage sportif sera plutôt réhabilité. Il apporte aussi des précisions sur l'opération de déguerpissement entamée aux alentours du stade Léopold Sédar Senghor. Matarba au micro de Sodetiam. Ce qu'il faut retenir, c'est que Ibamar rentre dans le cadre des infrastructures qui seront mises aux normes en vue des Jeux Olympiques de 2022. C'est ce que je peux vous dire. La consistance des travaux maintenant, c'est les techniciens du CIO, le CNOS, pour savoir l'attente de cette infrastructure, ce qu'on veut faire là-bas, le rugby et les autres disciplines qui vont se dérouler à Ibamar. Nécessairement, il y aura des travaux au niveau de Ibamar. Ça, je peux vous le dire, mais raser complètement tout ça, ce n'est pas encore à l'ordre. Sur le déguerpissement du stade Léopold Sédar Senghor. Oui, le déguerpissement du stade Léopold Senghor, c'est l'assiette foncière qui a été illégalement occupée par des compatriotes, qui a été libérée. Et cette assiette foncière-là a frustré l'ensemble des Sénégalais. Parce que c'était une occupation anarchique. Et le ministre de l'Urbanisme, après les directives du président Macky Sall pour la propreté au Sénégal, a engagé ce combat-là, je le félicite d'abord. Et il a libéré l'assiette foncière de Léopold Senghor. Nous lançons un appel à ces Sénégalais pour que personne ne revienne illégalement occuper encore cette assiette foncière. Maintenant, quand vous liez ça aux Jeux Olympiques, je voudrais tout simplement vous dire que le CIO a attribué les Jeux Olympiques de 2022 au Sénégal en se basant sur l'existant, surtout en ce qui concerne les infrastructures sportives. Maintenant, il y aura forcément des efforts et toutes les infrastructures ciblées pour une parfaite organisation de ces Jeux, ces infrastructures seront réalisées avant la date de 2022. Il ne s'agit nullement d'une démolition du stade Iba Mar Diop. Il s'agit plutôt d'un bâtiment au sein du stade qu'il faut raser pour cause de vétusté. Précision de la Direction générale de la construction et de l'habitat. Jonas Biagui, inspecteur général des bâtiments au ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, est avec El Hadj Ndate Diop. Ce n'est pas le stade en tant que tel, mais c'est une dépendance du stade. Donc c'est un bâtiment qui est construit à côté du stade, effectivement, qui doit être rasé parce qu'il menace ruine. Donc c'est pas le stade en tant que tel? Non, c'est pas le stade en tant que tel. C'est juste un bâtiment qui est contigu au stade? Voilà, c'est une dépendance. Alors, les gens ont cru que c'est le stade lui-même, mais non. Parce que peut-être le cas de Demba Diop a fait peur. C'est pour cela qu'on a pensé aussi que le stade Iba Mar Diop aussi est dans le même cas. On parle aussi du marché des HLM, mais aussi des bâtiments au niveau de Mariste. Qu'en est-il exactement? Oui, pour les marchés, c'est un cas presque général. Il n'y a pas que ce marché-là, mais il y a d'autres marchés à Pikine, à Rufisque, et puis tout ça. Et à Liberté 6. Ruine, effectivement. Et donc, certaines parties doivent être démolies. Très bien. Voilà, c'était donc Jonas Biagui que vous venez d'entendre. Il est l'invité de RFM Soir. Vous l'entendrez beaucoup plus amplement dans l'entretien qu'il a accordé à El Hadji Ndate Diop. 22h20, voilà un bon tremplin pour parler de sport. Bonsoir Abdou Diouf Junior. Bonsoir Mamadou Amar Dion. RFM Sport. Football, les phases nationales U20 lancées ce lundi à Fatick. C'est l'occasion pour les jeunes talents de s'exprimer.
Les compétitions se déroulent au stade de Massen-Sen où elles ont démarré cet après-midi. Écoutons Mme Adama Ndour, président de la Ligue de football de Fatick. Il dirige le comité local d'organisation des phases nationales catégorie U20. Il répond aux questions de Aminata Goudjabi. La Fédération sénégalaise de football a décidé d'organiser des phases de petite catégorie U17 à Kaolack et U20 à Fatick. Nous lançons un appel particulièrement aux sportifs fatickois et plus généralement à l'ensemble de la population pour qu'ils viennent nous appuyer pour la mobilisation ici à Fatick au stade Massen-Sen. La Fédération sénégalaise de football a décidé de reprendre ces phases nationales pour permettre aux jeunes de se rencontrer des différentes raisons, de se rencontrer, et ça va permettre aussi aux sélectionneurs ou bien aux équipes de ligue professionnelle de faire des détections parmi les U20 et les U17. En même temps, ça va permettre aussi les différents étalages de la Fédération sénégalaise de football de pouvoir détecter les jeunes qui sont dans la petite catégorie pour nos sélections U17, U20. Nous avons 16 équipes. L'ensemble des régions sont représentées. Et maintenant, il y a 2 régions qui ont 2 équipes. Bon, les phases durent normalement 11 jours parce que aussi nous avons prévu 2 finales. Pour les U17, c'est le 28 à Kaolack et les U20, c'est le 29 ici à Fatick. C'est ça, donc les phases finales U20 de football se dérouleront du 19 au 29 août au stade de Massen-Sen de Fatick. Football, Angleterre, Man United qui bute sur Wolverhampton. Score final, 1 but partout. Anthony Martial avait ouvert le score à la 27e minute pour Manchester United. Égalisation de Neves à la 55e. Premier donc Liverpool 6 points plus 4, Arsenal 6 points plus 2, Manchester City 4 points plus 5, Manchester United qui a laissé filer Liverpool 4 points plus 4, Manchester United qui avait l'opportunité de prendre provisoirement la tête de ce championnat d'Angleterre s'il avait marqué son penalty Paul Pogba pour Manchester United. Watford d'Ismaïla Sarr 0 points moins 4 n'a toujours pas gagné. Et Watford qui attend toujours l'attaquant sénégalais qui n'a pas encore joué en Angleterre. Barrage aller, Ligue européenne des champions, Linz ASK d'Autriche reçoit le club Bruges de Belgique, le club Bruges de Crépin Diatta à 19h demain, entre autres rencontres. Tournoi de beach soccer, Ngalasila qui... Oui, avant le beach soccer, le football, mais cette fois-ci sur le gazon, nous allons y rester avec Coutinho qui se plaît au Bayern. Le Catalan prêté au Bavarois, hérité du brassard, plutôt du dossard numéro 10, libéré par le Néerlandais Arjen Robben. Philippe Coutinho s'est dit heureux d'être au Bayern où il espère rester longtemps pour gagner beaucoup de trophées. Cette fois-ci, on peut bien parler beach soccer. Oui, avec Ngalasila qui explique son absence au Mondialito. L'entraîneur des Lions de la plage a été obligé de lâcher ses poulains, laissés à eux-mêmes durant tout le tournoi. La faute à l'organisateur qui a remis tardivement les invitations au staff technique. L'ambassade du Portugal n'a pas pu délivrer les documents à temps. Plus de détails avec Ngalasila, entraîneur de Lyon du beach soccer avec Soda Cham. Parce que l'ambassade nous a refusé les visas et on ne sait pas jusqu'à présent les raisons. Mais je pense que dans les jours à venir, on aura des explications venant de l'ambassade du Portugal. La fédération aussi vraiment a tapé de gauche à droite, mais il faut savoir sous cet angle qu'on a déposé les visas un peu tardivement. Mais ça, c'est la faute au niveau des organisateurs qui nous a donné l'invitation un peu tard. Et en plus, dès qu'on a déposé, l'ambassade du Portugal avait toutes les difficultés parce qu'il n'y avait plus d'internet dans les locaux, parce qu'ils étaient en train de faire des déménagements. Pour sauver la situation, il fallait que Bassou Diaby avait, au niveau de la direction technique, avait un visa Schengen. Il fallait sauver le tournoi, parce que le plus important, c'est que les gosses jouent ce tournoi et ça nous permet de frotter avec les grands. Il faut savoir que ce n'est ni la faute de notre État, ni la faute du ministre des Sports, ni la faute de la fédération, mais c'est au niveau de l'ambassade. Alors coach, comment les joueurs ont-ils géré la situation? Quand on a annoncé la nouvelle aux joueurs, c'était carrément une silence totale dans la salle de réunion. Il y a certains même qui pleuraient, on les a parlé, les galvanisés un tout petit peu. Le tournoi démarre, mais timidement, parce que psychologiquement, les joueurs n'étaient pas là-bas. Et puis il y avait un désordre total sur le premier match. On les a laminés par 7 buts à 1 le premier match. Le reste du tournoi, qui va être le coach. Au moins, ça va amener de l'ordre dans le groupe. Et sur ce, c'est comme ça qu'on est reparti pour reprendre le tournoi en mai. C'est comme ça qu'on a terminé le tournoi avec 2-0.
La galère des footballeurs de beach soccer qui continue. Basketball masculin, mondial Chine 2019, Moustapha Gaye confiant. Le sélectionneur des Lions promet une participation honorable du Sénégal au mondial chinois. Il a été séduit par le discours du président de la République lu par le ministre des Sports qui remettait le drapeau national à la délégation sénégalaise. Moustapha Gaye au micro de Soda Thiam. Un message d'encouragement et de soutien de l'État du Sénégal à travers la Fédération sénégalaise de basketball que nous apprécions à sa juste valeur parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes des ambassadeurs et je disais aux joueurs qu'aucun message ne peut nous motiver plus que le drapeau national. Donc c'est un moment solennel. Nous nous en souviendrons à chaque instant pour vraiment avoir une attitude d'un ambassadeur qui va défendre vraiment les couleurs du pays. Oui, on a des adversaires très, très coriaces qui sont, je pense, mieux que nous aujourd'hui, mais nous devons développer une fibre qui va nous permettre de très bien nous comporter, parce que l'objectif qui nous a été assigné quand même, c'est l'Afrobasket 2021. C'est pour ça qu'on a commencé à mettre des jeunes là-dedans, Matar Gueye, Moustapha Diop et les autres. Mais nous allons jouer clairement nos chances et essayer d'avoir une très belle prestation. Le mondial masculin de basket est prévu en Chine du 31 août au 15 septembre prochain. Le Sénégal partage le groupe H avec la Lituanie, l'Australie et le Canada. L'équipe du Nigeria, qui est confrontée à un problème d'argent, risque de déclarer forfait. Des joueurs influents comme Stan Okoye des Celtics de Boston, Ekepe Udo ou encore Ike Oreugbu et Gabé Vincent ont utilisé Twitter pour exprimer les griefs. Ils font savoir que les fonds pour la Coupe du Monde n'avaient pas été libérés par le ministère des Sports, qui est la seule source de financement de l'équipe du Nigeria. Le Nigeria, premier pays qualifié au mondial, risque de quitter la compétition avant même qu'elle ne démarre. Merci Abdou Diouf Junior. Nous avons parlé de football, de beach soccer, de basketball. Vous avez été complet. Le tour du web sur RFM. El Hadji Ndaté Diop. Bienvenue. Retour sur la conférence de presse du collectif pour la libération de Guy Marius Sagna. IGFM.sn nous signale que l'activiste qui a pris part à la rencontre n'a rien perdu de son verbe après 30 jours d'incarcération. Cette incarcération ne m'ébranle pas, elle ne me fait pas du tout peur, a déclaré Guy Marius Sagna. Restons avec le membre de la plateforme Frappe France Dégage qui, dans une vidéo sur Seneweb, dit répondre avec mépris aux insultes que Yahambaye a proférées à son encontre. L'RL.net nous apprend que les amis et proches de l'activiste demandent sa libération totale et sans condition. Le site d'embrayer sur un supposé malaise qui existe entre Soham Wardini, maire de Dakar, et les khalifistes. Grâce présidentielle à Khalifa Ababakar Sall, Sénégal 7 renseigne sur comment des manœuvres ont fait capoter la mesure. En résumé, précise le site, des manœuvres politiciennes et le silence au sein du Parti socialiste et de l'AFP en seraient les raisons. Drame encore sur les routes avec cet accident de la circulation à hauteur de Fatick. Dakar Actu et IGFM nous donnent le bilan. 7 morts dans un grave accident. Un bus et un véhicule 4x4 sont entrés en collision, précise l'RL.net, à Badjouré, dans le Bignona. Ces éminents francs-maçons au cœur de la République, Seneweb nous livre cette révélation du professeur Cheikh Oumar Diagne, des propos de l'enseignant-chercheur qui se trouve dans son ouvrage intitulé « La République privée ». Du Sénégal. Sport, il faut renouveler l'équipe nationale féminine de basketball, déclare Yacine Diop sur Dakar Actu. On doit se renforcer avec des jeunes, précise Yacine dans une large interview avec nos confrères. Football, Youssouf Sabali, international sénégalais, serait dans les viseurs de l'Atalanta Bergame, annonce Dakar 7. Sur l'international, terminons avec RFI qui nous apprend que le procès d'Oumar El-Béchir, ancien chef d'État du Soudan, s'est ouvert ce lundi à Khartoum. C'est tout pour votre tour du web. Merci El Hadji Ndaté Diop. En classe, El Hadji Ndiogoudien. Bienvenue à tous. Nous faisons aujourd'hui un focus sur les vacances des élèves et des enseignants. Comment passent-ils leurs vacances? Qu'en font-ils durant cette période? D'abord, les élèves, la plupart d'entre eux s'adonnent à de petites activités et à des loisirs pendant les vacances. Suivons le reportage de Abdoulaye Diallo
à Kolda. La plupart des filles collégiennes ou élèves à l'élémentaire ont comme principale activité pendant ces vacances les travaux domestiques. Je m'appelle Diara Diallo, élève à l'école Saint-Benoît de Kolda. J'ai 14 ans. Je faisais la 4e. Pendant les vacances, je me lève le matin, je prie, je balaye et nettoie les chambres. Je prépare le petit déjeuner. Après ces travaux domestiques, je me lave et je pars au marché. Si je reviens, je fais la cuisine, en même temps faire la vaisselle. Je m'appelle Rabi Mbalo. J'habite à Ndioben. Je fais la classe de 5e à Pinal-Foulard. Quand je me réveille tôt le matin, je prends les ablutions, je prie. Après la prière, je commence les travaux ménagers. À partir de 10h, je vais au marché. Quand je reviens, je prépare le repas. Je m'appelle Mariam Abdoulaye Diallo, j'ai 9 ans. Je faisais la classe de C1D à l'école Chincha de Kolda. Ma maîtresse s'appelle Malus Sarr. Pendant les vacances, je me lève, je prie, je fais la vaisselle, je me lave. Comme activité récréative, si elles ne sont pas devant le petit écran, elles ont un livre entre les mains où elles rendent visite à leurs camarades. Je regarde la télé. À 16h, je pars chez mes copines pour aller papoter, jouer avec eux. Si j'ai le temps, je prends 2 livres. Après mes travaux domestiques, je suis assise à la télé. Je prends des livres. Elles sont également nombreuses, celles qui sont des employées en qualité de bonnes ou de vendeuses. D'aucunes occupent même des postes temporaires dans des boutiques ou magasins de commerce. Après les élèves, les enseignants, certains préfèrent rester à la maison pour se reposer, alors que d'autres, eux, profitent des vacances pour mener des activités génératrices de revenus. C'est un reportage de Abdou Diouf Diagne à Rufisque. Diagou Diawo est le directeur de l'école élémentaire Kounoun 2 IF de Sangalkam. Ses vacances, il les passe à côté de sa famille et ses amis. De temps en temps, je sors de la maison pour aller rendre visite à des amis, à des collègues. Pratiquement, c'est l'essentiel. Particulièrement, il n'y a pas d'activité particulière, non. Personnellement, je n'en ai pas. Rattraper le temps perdu, c'est ce que fait aussi Khari Guédime. Ce professeur d'anglais au CM pour 2, trouvé dans sa cuisine au quartier Guimorite, profite de ses moments de repos pour entretenir son foyer. Mes vacances, depuis que j'enseigne, je les passe à la maison en tant que femme au foyer. J'essaie de me rattraper. Comme durant l'année scolaire, tout le temps on est à l'école, donc c'est durant les vacances qu'on aura l'occasion de s'occuper de la famille. Généralement, je ne mène pas d'activité autre que donc s'occuper de la maison. Contrairement à nos 2 précédents interlocuteurs, Daouda Diouf lui mène des activités agricoles. Pendant les vacances, il donne un coup de main à sa famille établie dans la région de Fatick. Je suis actuellement au cœur des champs en train de mener des activités agricoles. Donc, maintenant, l'autre partie des vacances sera consacrée au retour et après la préparation de l'ouverture des classes, naturellement. Durant les vacances scolaires, beaucoup d'enseignants à Rufisque partent aussi à l'étranger pour ramasser quelques sous ou pour renforcement de capacité. Alors, quelle est la meilleure façon pour les élèves et les enseignants de passer leurs vacances? C'est la question que nous avons posée à un enseignant à la retraite. Il s'appelle Ousmane Silla. Pour l'élève, il est hors de question de lui priver de ses vacances. Quand j'étais à Franco-Sénégalais, je me disais souvent, il n'y a pas que l'école. Ça veut dire que l'élève ne doit pas passer tout son temps à étudier pendant les vacances. Moi, si je prends un exemple précis sur mon cas, mon oncle me disait que tu choisis une demi-journée, soit c'est la matinée, tu vas aller t'amuser, tu apprends l'après-midi ou vice-versa. Alors moi, j'avais choisi la matinée et donc j'avais l'après-midi pour m'amuser. Maintenant, c'est la période des cours de vacances. Mais où les faire et avec qui les faire? Pour l'enseignant sénégalais, franchement, je sais qu'on passe nos vacances. À quelques moments de l'ouverture de l'école, il est bon quand même de renouveler ses apprentissages, sa documentation. Je sais qu'on enseigne généralement faux. Il y a beaucoup de réformes au niveau de l'orthographe depuis 1994. On continue à enseigner ce qui n'existe plus. Et même sur le plan constitutionnel, des changements qu'on a, qu'on continue d'enseigner ce qui n'existe plus dans la constitution sénégalaise. Par exemple, le drapeau du Sénégal n'est pas vert, jaune, rouge. Les verbes en ER, ETR ne s'enseignent plus comme avant et on continue de le faire. Donc il faut renouveler ses connaissances. Ainsi se referme en classe. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, vous offre Bonne Santé. Pour se protéger du paludisme, toute la famille doit dormir sous moustiquaire imprégné. Toutes les nuits, toute l'année, en hivernage comme en saison sèche.
En cas de fièvre, allez rapidement vers la structure de santé la plus proche pour une prise en charge correcte. Des tests de diagnostic rapide TDR sont disponibles et gratuits dans les structures publiques jusqu'au niveau communautaire. Case de santé et DS-DOM pour voir en 15 minutes si vous avez le paludisme ou pas. Si le TDR est positif, les médicaments pour le paludisme simple appelé ACT sont gratuits. Le paludisme est une maladie qui peut causer beaucoup de décès, mais c'est une maladie dont on peut se protéger. Bonne santé, Nafissatou Silla. Bonjour Madame Kébé. Bonjour Nafissatou. Aujourd'hui, vous allez parler de cocooning. C'est quoi exactement? Cela consiste en quoi? En fait, c'est un paquet global. Il faudrait que la maman soit à l'aise pour allaiter son enfant. Alors, parce que c'est important que l'enfant sent vraiment l'affection. Parce que c'est la succion répétée du mamelon qui stimule la production de lait. Donc, il faudrait que pour qu'il y ait une bonne succion, il faut que la maman soit à l'aise et que l'enfant soit en bonne position. Maintenant, on demande aux mères de caresser, de vraiment parler à l'enfant. Tout ça vraiment favorise une bonne lactation. Même dès la première tétée? Même dès la première tétée. Parfois, les mamans ont tendance à vous dire qu'on n'a pas de montée laiteuse. C'est normal. Par exemple, si on ne sait pas de votre enfant après le camp, c'est normal qu'on n'ait pas de montée laiteuse. Parce que comme je vous ai dit, c'est la succion répétée du mamelon qui stimule la production de lait. Plus on donne le sein, plus on aura du lait. Mais souvent, on entend dès la naissance des mamans dire que, vous l'avez dit tout de suite, on n'a pas de lait, on nous a conseillé de boire ceci, de boire cela, mais on n'a toujours pas de... Il faut donner de bons conseils de puériculture, toujours aux mères. Parce que les mamans n'ont pas toujours accès à ces conseils de puériculture. Et c'est important. C'est important de les accompagner. Surtout quand c'est des mamans qui sont des primigestes, primipas, il faudrait toujours les accompagner. En leur donnant les bons conseils de puériculture. Et qui doit donner le sein. C'est les puériculturistes, c'est les pédiatres, c'est les sages-femmes, c'est les infirmières de crèche. Bref, bon, c'est les acteurs de la santé. Et ce cocooning favorise la montée laiteuse automatiquement? Automatiquement. Parce qu'il faudrait être dans une atmosphère détendue, être à l'aise psychologiquement pour qu'il y ait une bonne succion et quand même une bonne montée laiteuse. Qu'est-ce que vous appelez être à l'aise psychologiquement? Être à l'aise, c'est-à-dire ne pas être stressé. Parce que quand on est stressé, l'enfant est naturellement stressé. Donc il faut être relax, ne pas stresser, vraiment être à l'aise, mettre son enfant à l'aise pour que l'enfant sente que vraiment que la maman est bien psychologiquement. Et pas tirer son enfant de là-bas et qu'il Non, pas du tout, non. Il faut toujours être tendre et douce envers son enfant. Et parce que l'enfant en a besoin. Et c'est ça qu'on appelle le cocooning. Je vous remercie, Madame Kébé. C'est moi qui vous remercie, Nafissatou. Aminata Dieye Kébé, je suis la surveillante des soins au niveau de la néonate de l'hôpital principal. Je suis puéricultrice de formation. Bonne santé vous a été offerte par le ministère de la Santé et de l'Action sociale à travers le programme national de lutte contre le paludisme. Engageons-nous tous pour l'élimination du paludisme au Sénégal. RFM, l'invité. 22h38, l'invité de RFM Soir, Jonas Biagui, inspecteur général des bâtiments au ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Il répond aux questions d'El Hadji Ndate Diop. Jonas Biagui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes inspecteur général des bâtiments. Après inspection, la Direction générale de la construction et de l'habitat au niveau du ministère de l'Urbanisme a publié un rapport dans lequel elle a notifié des recommandations aux autorités afin que des bâtiments ou ouvrages publics puissent être démolis ou réhabilités. Quels sont les fondements de ce rapport? Effectivement, ce rapport est une compilation de données sur les bâtiments menacés en ruine de 2017 à 2018. Donc, voilà, quelle est la quintessence du rapport? La quintessence du rapport, c'est que ce rapport a répertorié 112 bâtiments menacés en ruine dans différentes communes de Dakar. À Dakar seulement? À Dakar, il y en a eu aussi à Ziguinchor, à Mbour et à Diourbel. Et maintenant, quelle est la procédure à suivre? La procédure, effectivement, quand l'IGB va sur le terrain, regarde le bâtiment et fait les constats d'usage. Donc les constats d'usage, pour les constats d'usage, il s'agit de lister de façon précise les avaries constatées sur le bâtiment et puis ensuite les recommandations qu'il faut comme mesure à prendre concernant ce bâtiment menacé en ruine. Il peut s'agir
d'une réhabilitation, comme il peut s'agir aussi d'une démolition, d'une recommandation de démolition de l'immeuble en question. Et les recommandations ont été adressées à qui? Les recommandations sont adressées au gouverneur qui, à son tour, va saisir le préfet ou le sous-préfet et puis le maire de la commune concernée. Et c'est à ces personnalités-là de saisir la personne concernée? Bon, c'est au maire de saisir et d'informer la personne. Mais souvent dans la pratique courante, il nous arrive, nous aussi, IGB, de convoquer la personne et puis de le mettre en garde sur l'insécurité que fait peser son bâtiment sur le public ou bien les occupants de cet immeuble-là. Une fois le constat fait, qui doit démolir ou réhabiliter? D'abord, la démolition incombe au propriétaire du bâtiment menacé en ruine. Et souvent, là aussi, il y a toujours des problèmes parce que le propriétaire n'a pas les moyens de démolir ou d'entretenir même son bâtiment menacé en ruine. Eh bien, dans ce cas, pour lever la menace que fait peser ce bâtiment sur la sécurité publique, le maire donc a l'obligation de se substituer à ce propriétaire impécunieux. Et si la municipalité, elle aussi, n'a pas les moyens? Ah, là aussi, la loi dit que le maire a l'obligation, mais dans la pratique, on voit que les maires nous disent toujours que voilà, j'ai pas prévu dans mon budget, j'ai pas prévu une telle ligne de dépenses. Eh bien là, pour faire cesser le danger, et parce que c'est ça, agir sur un bâtiment menacé en ruine, c'est-à-dire il faut faire cesser le danger le plus tôt possible. Alors, pour faire cesser le danger, effectivement, l'État, dans ses missions régaliennes, a l'obligation alors d'agir sur ces bâtiments menacés en ruine. Comme ce fut le cas en 2012. Effectivement, en 2012, il y avait ce cas du bâtiment du rond-point JVC. Le bâtiment en Tambaké, c'était un R+3 même, un rez-de-chaussée plus 3 étages. Effectivement, l'IGB, donc le bras de l'État, le bras armé de l'État pour les bâtiments menacés en ruine, effectivement a procédé à la démolition de ce bâtiment-là. Parce que ce bâtiment était conçu sur une canalisation de la SDE. La canalisation a cédé et puis le bâtiment était sur le point de basculer chez les voisins et dans la rue aussi. Donc là, il y avait danger. Et, il y avait danger imminent même. Par rapport à la liste de ce rapport, il y a des édifices publics comme le marché HLM, mais aussi d'autres bâtiments, dont le stade Iba Mar Diop. Sur ce cas précis, qu'en est-il exactement? Le stade doit être rasé? Ce n'est pas le stade en tant que tel, mais c'est une dépendance du stade. Donc c'est-à-dire c'est un bâtiment qui est construit à côté du stade, effectivement, qui doit être rasé parce qu'il menace ruine. Donc ce n'est pas le stade en tant que tel? Non, ce n'est pas le stade en tant que tel. C'est juste un bâtiment qui est contigu au stade? Voilà, c'est une dépendance. Alors, les gens ont cru que c'est le stade lui-même, mais non. Parce que peut-être le cas de Demba Diop a fait peur. C'est pour cela qu'on a pensé aussi que le stade Iba Mar Diop aussi est dans le même cas. On parle aussi du marché des HLM, mais aussi des bâtiments au niveau de Mariste. Qu'en est-il exactement? Oui, pour les marchés, c'est un cas presque général. Il n'y a pas que ce marché-là, mais il y a d'autres marchés à Pékin, à Rufisque et puis tout ça. Et à Liberté 6. Ruines, effectivement. Et donc, certaines parties doivent être démolies et puis reconstruites. Et par rapport aux recommandations, est-ce que vous avez des retours par rapport à la volonté des propriétaires ou bien des autorités donc d'adhérer au projet? Généralement, les propriétaires ne s'opposent pas, aux recommandations. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens de démolir ces bâtiments menacés en ruine ou bien de les réfectionner. Ils n'ont pas ces moyens. Est-ce qu'ils sont prêts à vous accompagner? Est-ce que vous avez du retour? Les maires. Les propriétaires et les mairies, est-ce que les populations sont consentantes pour que l'activité soit faite? Non, comme je dis, les propriétaires de ces bâtiments, ils n'ont pas le choix. Ils veulent bien, mais ils n'ont pas les moyens. Donc maintenant, effectivement, les maires aussi, ils veulent peut-être bien, mais c'est une dépense imprévue dans leur budget. Donc on peut considérer aussi que les mairies aussi n'ont souvent pas les moyens d'entreprendre de tels actes. Et maintenant, ce qui reste alors, c'est à l'État d'agir. Parce que sinon, le danger étant toujours présent, ce danger va toujours peser sur la sécurité publique, et simplement sur la sécurité des biens et des personnes. Bon, sur 112, comme je dis, depuis l'année 2017, effectivement, il n'y a eu que 6 qui sont revenus. 6 qui sont revenus avec des arrêtés de péril pris.
Est-ce que les actions ont été menées, démolition ou réhabilitation? Là, je n'en suis pas sûr. On nous a amené les arrêter. Et là, maintenant, effectivement, l'IGB est sur le point d'aller contrôler si les démolitions ont été effectuées. Mais je n'en suis pas tellement sûr. Est-ce qu'il y a un délai qui a été fixé afin que les personnes qui sont engagées dans ce projet puissent s'exécuter? Effectivement, quand on constate, suivant l'état du danger qui pèse sur les occupants ou bien sur le voisinage, généralement, il est donné un délai de 1 à 2 mois maximum pour évacuer. D'abord, évacuer, ça c'est toujours la première mesure. Évacuer le bâtiment, ne plus l'occuper. Ensuite, procéder à la démolition. Voilà, vous avez dit que le rapport ne se limite pas à Dakar. Il y a d'autres localités qui sont intéressées, à savoir Mbour, Ziguinchor. Est-ce que là aussi, les mêmes mesures sont prises pour que l'action puisse aller jusqu'à son terme? Les mêmes mesures sont prises, effectivement. Pour le cas de Diourbel, qui est un des premiers dossiers que j'ai eu à gérer, effectivement, la mesure est allée jusqu'à la démolition. Et là, si toutefois ces recommandations ne sont pas suivies d'effet, est-ce qu'il y a des sanctions que peuvent encourir les personnes concernées? Oui. La loi prévoit effectivement des sanctions. Quand on voit le code de l'urbanisme, je n'ai pas mon code sous les yeux, mais effectivement, il est prévu des sanctions pénales pour les propriétaires qui refusent de s'exécuter pour un bâtiment menaçant en ruine. Mais généralement, dans le code de la construction, il est prévu aussi des sanctions, mais bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des applications jusqu'à ce niveau-là. Là, vous parlez de propriétaires privés. Et s'il s'agit d'un édifice public? D'un édifice public où la responsabilité de l'État est engagée. La procédure, de toute façon, est la même. L'État est saisi, comme je viens de vous l'expliquer là, par le biais des autorités locales et en particulier du maire aussi, dont le bâtiment se trouve dans la commune. Et puis voilà. Est-ce qu'en amont, votre direction s'intéresse à la manière dont on construit au Sénégal pour éviter que des drames puissent survenir? Mais c'est ça justement la mission première de l'IGB, parce que dans ces missions, l'IGB a trois matières principales. L'IGB contrôle les bâtiments neufs, donc les chantiers neufs, les chantiers en cours, les chantiers neufs, les constructions neuves, disons, et notamment les chantiers en cours de réalisation, n'est-ce pas? L'IGB contrôle aussi les bâtiments menaçants en ruine, dont on vient de parler. Et l'IGB aussi a une autre matière aussi, c'est promouvoir l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc la mission principale de l'IGB, c'est veiller à la qualité des constructions. C'est dans ce cadre que vous avez ordonné l'arrêt des travaux au niveau de la rue Vincent. Oui. Quand nous venons, et surtout que la rue Vincent était un cas assez compliqué parce qu'il s'agit à la fois d'un chantier, un chantier neuf qui est en train de se faire, mais qui a provoqué la chute d'un bâtiment mitoyen, bien sûr que ce bâtiment était vétuste, mais sa chute a dû être accélérée par ce chantier qui se faisait. Et ce chantier reste toujours fermé ou bien les travaux ont repris? Non, ce chantier était fermé parce que ça, c'était une décision du préfet qui a arrêté ce chantier. C'était même pas l'IGB. Donc, mais le préfet, quand même, l'a fait aussi. On l'a fait donc en concertation avec l'IGB. Je vous remercie, Jonas Biagui. Je rappelle que vous êtes inspecteur général des bâtiments au niveau du ministère de l'Urbanisme. Merci à Elhadji Ndate Diop et à son invité Jonas Biagui. 22h49, c'est la fin de cette édition. Le rappel des principales lignes qui l'ont constituée. RFM Soir. Mamadou Amar Diop. La solidarité s'organise autour des blessés de l'accident de Badjouré dans le département de Bignona. L'ANRAC donne 3 millions de francs CFA. Ousmane Sonko donne son point de vue. Le leader de Pastef les Patriotes se dit touché par la situation. Il dénonce une négligence du gouvernement dans la prise en charge médicale au niveau des structures sanitaires. L'insécurité alimentaire s'empare du bétail dans le Ndoukoumane. Forte inquiétude liée au déficit pluviométrique. Le comble est que certains éleveurs
bazardent leur cheptel pour satisfaire l'alimentation du reste des troupeaux. Bakel dans le noir suite à la panne d'un poste électrique. Le directeur de la communication de Sénélec tente de rassurer sur une situation qui peut durer toute la semaine. Une équipe en compétition sur son entraîneur, Galassila, l'a vécu. Le coach des Lions du beach soccer, indigné par le refus de visa du Portugal. C'était pour le Mondialito de la discipline. Vous avez entendu Galassila dans la page des sports d'Abdou Diouf Junior. Le tour du web, El Hadji Daté Diop. Nous étions en classe avec El Hadji Ndiogoudien. Bonne santé. Nafissatou Sila, l'invité du soir à l'instant, Jonas Biagui, inspecteur général des bâtiments au ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, entretien avec El Hadji Daté Diop sur le rapport de la direction de la construction concernant les bâtiments menaçant ruine. Cette édition a été mise en onde par Mohamedou Lamine Sow, édition présentée par Mamadou Amar Ndion. Prochain rendez-vous d'information à 23h avec le Flash en Wolof qui vous sera présenté par Jean-Paul Dour après le Flash Oustaz Abdou Karimba dans son émission Firigant. Minuit, RFM Nuit avec Jean-Paul Dour, Malan Sonko et Boubacar Ban. Au Sénégal ou à l'étranger, où que vous soyez, toute la rédaction de RFM vous remercie de votre amabilité, de votre disponibilité et de votre fidélité à la radio de toute l'actualité.